Et le combat de cette femme ne fait sans doute que commencer. Sale et fière de l'être, qui tiendra le plus longtemps sans laver sa voiture? En arborant cet autocollant, de nombreux Californiens font campagne pour l'usage parcimonieux de l'eau. Le Golden State n'a pas le choix s'il ne veut pas que seules ces terres desséchées et poussiéreuses évoquent encore la couleur de l'or. En cette 5e année de sécheresse, 40 millions d'arbres auraient déjà péri. Il ne pleut presque plus, il n'y a plus de neige dans les montagnes, les nappes phréatiques s'épuisent, mais on continue de les vider. La Californie centrale, par exemple, qui est un ancien désert, produit 50% des fruits et légumes américains. Et rien que pour les cultures d'amandiers, le volume d'eau pompé chaque année est supérieur à la consommation de la ville de Los Angeles. Le gouverneur sonne l'alarme. Si nous voulons sauver ce qui peut encore l'être, il est urgent d'opérer un changement d'attitude qui survive à la prochaine averse. 4 ans après un premier reportage, Michel Unger et Thomas Vollherbst sont retournés dans cette région. Cela fait longtemps que le vieux fermier n'a plus vu autant de neige. Toute l'eau vient de là-haut, des montagnes. Elle est retenue ici, dans notre vallée, car cette combe est vieille de plusieurs millions d'années. Ici, le sol est solide. Et toute l'eau stagne dans cette cuvette avant de s'écouler sur des centaines de kilomètres vers le nord. Il y a 180 ans, les fermiers blancs ont refoulé les Shoshones. Ce désert aride, ils l'avaient baptisé Nevada, ce qui veut dire couvert de neige. Dean Baker est âgé de 71 ans, et cela fait des années qu'il se bat contre les pilleurs d'eau du Sud, comme il les appelle. Je suis persuadé que leur intention était de prendre toute l'eau. Nous avions déjà rencontré Dean il y a 7 ans dans le café que tient sa femme Denise, lors d'un reportage sur un projet de pipeline destiné à acheminer l'eau d'ici jusqu'à Las Vegas. Regarde là les petites taches, il y a encore de l'eau. Mais ce n'est pas grand-chose. À cette époque, l'éleveur nous avait expliqué pourquoi ce projet était loin d'être une bonne idée. Depuis des générations, nous exploitons cette terre et ses sources pour y élever notre bétail. Si la régie des eaux de Las Vegas vient pomper dans nos nappes phréatiques, nos sources vont se tarir. À l'époque déjà, Dean considérait que le pipeline était une aberration du point de vue écologique. Il a saisi la justice. C'est encore plus sec qu'il y a 7 ans. L'année dernière, nous n'avons eu ni pluie ni neige. Il n'a pas fait froid non plus. C'est la première bonne neige que nous avons eue depuis 3 ans. Dean Baker veut que l'eau reste dans la Snake Valley. C'est le combat de sa vie. À l'époque, il nous avait montré ce qui arrive quand on prélève de l'eau dans la nappe phréatique, comme il l'avait fait lui-même pour abreuver son bétail. Vous voyez, ces prairies sont un très bon exemple. Il y a 15 ou 20 ans, des quantités de sources jaillissaient ici. Le terrain était humide, parfois même boueux. Et puis on a commencé à capter l'eau des nappes. Et vous voyez le résultat. Cela a complètement bouleversé l'écosystème. Je pourrais vous montrer de nombreuses parcelles dans ce cas. Il suffit que l'on exploite un tout petit peu les nappes phréatiques et en quelques années, les sources se tarissent. Récemment, nous avons perdu 12 mustangs ici. Ils sont morts de soif dans une région où les sources ont toujours été nombreuses. Oh, vous savez, c'est une vraie guerre de 100 ans ici. Sur 5 procès, nous en avons gagné 4. Et maintenant, nous attendons de voir ce que va faire la partie adverse.
Ils ont cru qu'ils pourraient me rouler pour que je vende mon ranch. Mais ça, jamais. J'ai compris ce qu'ils voulaient en fait. S'approprier les terres de tous les fermiers. Ils veulent capter toute l'eau des montagnes et l'eau de la nappe phréatique qui alimente les fermes pour l'amener en ville. Les Baker élèvent 2000 têtes de bétail sur un terrain de 48 km². Aujourd'hui, ils demandent aux décideurs de revoir leur politique. Je me doutais dès le départ que cela mènerait à la catastrophe. Cela marquerait la fin de l'élevage et de l'agriculture ici dans la vallée. Il n'y aurait plus de gibier non plus, plus de nature, plus d'eau. Ce serait un désastre. Les travaux devaient commencer en 2008. Un projet titanesque, d'un coût de 3 milliards de dollars. Il était prévu d'amener 20 millions de mètres cubes d'eau à Las Vegas. La grande récession de 2008 a gravement touché le Nevada et Las Vegas. Le taux de chômage a grimpé, les prix de l'immobilier ont chuté, c'était vraiment dur. Comme dans tout le reste du pays. Ici, dans les montagnes, on en a tiré les leçons. Mais à Las Vegas, ils continuent de faire comme si de rien n'était. Ils continuent à construire à tour de bras et à dilapider l'argent. Ces gens-là n'ont absolument rien appris. Selon l'organisme chargé de la gestion de l'eau, un habitant de Las Vegas consomme 446 litres par jour, presque 3 fois plus qu'un Allemand. Et l'on commence tout juste à penser à faire des économies d'eau. Difficile de dire combien de temps encore cette ville en plein désert va pouvoir jouer les paradis verdoyants. Il y a 7 ans, la responsable de l'agence de l'eau du Nevada du Sud tirait déjà le signal d'alarme. À Las Vegas, l'approvisionnement en eau dépend à 90% du fleuve Colorado. Or, le Colorado est en pleine période de sécheresse, la pire depuis l'existence des relevés météorologiques. Nous savons bien que, du fait du changement climatique, la sécheresse menace la région à plus ou moins long terme. Nous devons donc nous préparer à affronter le pire. Aujourd'hui, elle minimise l'importance des procès perdus. Le projet du pipeline n'a pas été abandonné. Il est toujours un élément essentiel du plan de gestion des ressources. Nous savions qu'il nous traînerait en justice, mais maintenant plus rien ne presse. Dans les 15 ou 20 prochaines années, nous n'aurons pas vraiment besoin du pipeline. À moins qu'une catastrophe n'affecte le Colorado River, nous avons donc le temps. Ce qui se passe au barrage Hoover illustre bien la gravité de la situation. Depuis 1998, le niveau du lac Mead ne cesse de baisser. Le barrage sur le Colorado alimente en eau potable tout le sud de la Californie, ainsi que les exploitations agricoles de l'Arizona et du Nevada. En fait, nous devons faire face à un double problème. D'une part, il est vrai que nous traversons une période de sécheresse, mais d'autre part, il ne faut pas oublier que nous consommons purement et simplement trop d'eau. C'est ça qui fait baisser le niveau. C'est un problème créé par l'homme, et seul l'homme peut y remédier. Il est vital que nous soyons plus économes avec l'eau du Colorado. En clair, ça veut dire consommer moins, mais aussi consommer plus intelligemment. Et c'est vrai non seulement pour le Nevada, mais aussi pour tout le sud-ouest des États-Unis. Lance est convaincu que cette bombe écologique ne tardera pas à exploser. Waouh! Le niveau a encore baissé. Je suis venu ici pour la dernière fois il y a 9 mois. Ça doit faire un moment que le niveau est aussi bas, car des plantes ont poussé à l'endroit où il y avait de l'eau avant. En fait, à cette époque de l'année, le niveau de l'eau devrait être beaucoup plus élevé. Il n'y a tout simplement pas assez d'eau dans les rivières en amont. Là, près de l'échelle, l'écart est déjà de 6 mètres. Et l'escalier commence encore bien plus haut. C'est une situation extrêmement critique.
Et ce que nous voyons ici, cette situation catastrophique sur la rivière, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Sur les 40 millions d'habitants vivant dans les régions de Las Vegas, Phoenix et Los Angeles, rares sont ceux qui sont conscients du problème. Et pourtant, l'eau du Colorado est vitale pour tout le sud-ouest, qui traverse la pire sécheresse qu'on ait jamais connue. En Californie, le service de météorologie nationale observe le phénomène depuis le début du siècle déjà. Et Mark Jackson ne peut que constater l'avancée de la sécheresse sur la carte. La sécheresse se développe sur plusieurs années. Elle ne se déclare pas en une seule nuit. C'est le résultat d'une progression sur 4 à 10 ans. Dans les 10 dernières années, nous n'avons eu qu'un seul vrai hiver en Californie, avec des précipitations au-dessus de la moyenne. Cela aggrave évidemment la situation qui est aujourd'hui dramatique. Ce graphique montre la sécheresse extrême en Californie et dans la Sierra Nevada. La majeure partie de l'eau provient du nord et du bassin du Colorado. Tous ces bassins versants sont actuellement extrêmement menacés, et avec eux, l'alimentation en eau de la Californie du Sud. La sécheresse ne frappe pas n'importe quelle région. Ici, le secteur agricole a beau ne représenter que 2% du produit brut de l'État californien, il n'en reste pas moins qu'elle consomme 80% de l'eau. Rendez-vous chez un producteur d'amandes qui cultive également des pistaches et des oranges, David De Paoli. La Californie a la forme d'une chaussure. Et là, au milieu, nous avons la Central Valley, qui longe la Sierra Nevada. C'est l'une des régions agricoles les plus productives du monde. On y cultive des orangers, des céréales, des légumes. Pour nous, l'eau est une nécessité vitale. Sans eau, la vallée est menacée de désertification. Johanna et David cultivent des amandes sur 450 hectares. Et il faut presque 4 litres d'eau pour faire pousser une seule amande. Voici des amandes provenant de mon exploitation. Aucune culture du monde, que ce soit en Californie, dans le comté de Tulare, ou ici, chez moi, ne peut se passer d'eau. Et l'homme a besoin de se nourrir. Nous avons donc le choix, consommer de l'eau pour alimenter nos cultures ou mourir de faim. Si vous faites quelques recherches, vous verrez quelles sont les quantités d'eau que nous consommons réellement. Et vous vous apercevrez que nous l'utilisons à bon escient. Ici, priorité à l'agriculture intensive et à la croissance. Le recours à la technologie permet à David de se donner bonne conscience. Ceci est un dispositif qui me permet d'évaluer l'humidité du sol. Nous essayons d'économiser de l'eau. Et cette installation mesure le degré d'humidité à différents niveaux de profondeur autour de la racine de l'arbre. Mais pour irriguer ces cultures, David consomme 750 litres au mètre carré, soit 4 fois plus que les précipitations. Cette installation est une aide précieuse pour économiser de l'eau et de l'engrais. Trop d'eau n'est pas forcément un bienfait pour les arbres. Cet outil de surveillance me permet de déterminer précisément le taux d'humidité du sol. Si en 2015, le gouverneur de Californie a annoncé des mesures d'urgence pour réduire de 25% la consommation d'eau, une grande partie du secteur agricole en est exemptée. En clair, ces restrictions ne concernent guère plus de 20% de la consommation. D'ailleurs,
David ne veut pas renoncer à sa piscine, mais il assure faire des efforts pour économiser de l'eau au quotidien. Comme vous pouvez le voir, en été, nous n'avons arrosé qu'une petite partie de notre jardin. De l'autre côté, nous avons laissé 3/4 du jardin sans eau. Nous avons arrêté de l'arroser. De nombreux buissons ont péri. Nous faisons ce que nous pouvons pour économiser de l'eau. La sécheresse n'est pas vraiment une nouveauté ici. Les météorologues rappellent que bien avant l'ère de l'agriculture intensive, le sud-ouest américain avait déjà été affecté par de grandes sécheresses. Mais les conséquences étaient moins graves. La démographie a changé. Même si dans les années 20, le taux de précipitation n'était pas plus élevé qu'aujourd'hui, la population, elle, a nettement augmenté. Les conséquences sont donc beaucoup plus graves. La demande en eau est beaucoup plus importante aujourd'hui que lors des périodes de sécheresse passées. Sans oublier que la durée de la sécheresse actuelle est sans équivalent dans l'histoire. La technologie peut-elle aider à traverser la crise? C'est en tout cas ce que pensent quelques agriculteurs. Ceci est un multicoptère, une structure solide capable de porter des charges. Cela nous permet d'y fixer divers types de capteurs. Là, nous l'avons muni d'une caméra multispectrale et d'une caméra thermique. FLIR thermal camera. Le capteur mesure la réflexion de la lumière solaire et de la lumière infrarouge sur le couvert végétal. Ces données sont interprétées par un algorithme. Nous disposons de divers algorithmes pour analyser plusieurs paramètres, comme par exemple la pigmentation d'un végétal, qui renseigne sur le taux de chlorophylle de la plante, impossible à déceler à l'œil nu. Grâce à cette technique, nous pouvons déterminer très précisément les besoins des cultures. On appelle cela agriculture de précision. Elle permet un usage ciblé des différents composants, eau, engrais, pesticides, irrigation. Nous allons continuer à avoir des problèmes d'eau. Et bon nombre d'agriculteurs sont d'ores et déjà contraints d'arracher leurs arbres ou de se réorienter vers d'autres cultures dont les besoins en eau sont plus modérés. Cette tendance va se renforcer, surtout sur les petites exploitations. Les mentalités seraient-elles en train de changer? Si David fait arracher des oliviers, ce n'est pas pour économiser de l'eau, mais parce que les cultures d'amandes sont plus rentables. Et la Californie produit 99% des amandes américaines. Les tours de forage font désormais partie intégrante du paysage de la Central Valley. Le niveau de la nappe phréatique a baissé de manière drastique. Cela fait des décennies que la région tire sur ses réserves. Le niveau d'eau baisse tellement vite que les ouvriers de l'entreprise de forage ont du mal à suivre. Souvent, les clients doivent attendre 1 an pour un puits. Nous avons un décalage d'1 année. Pour ce client-ci, nous avions d'abord foré un puits de 150 mètres de profondeur. Mais le rendement n'était que de 800 litres par minute. Ce n'était pas assez. Et nous descendons à présent à 370 mètres pour capter l'eau. Par endroits, le niveau de la nappe phréatique a baissé de 30 mètres. Forer des puits n'est qu'une stratégie à court terme. Cela revient à plonger la paille toujours plus profond dans le verre qui se vide. Les espoirs se tournent à présent vers les usines de dessalement de l'eau de mer,
dont la plus grande se construit sur la côte Pacifique, au large de San Diego. Durant des décennies, nous dépendions des ressources d'eau de la Californie du Nord et du fleuve Colorado. Maintenant, nous avons la possibilité de recourir aux techniques sophistiquées d'une usine de dessalement d'eau de mer à haut rendement énergétique. Elle est capable de filtrer 190 millions de litres d'eau par jour, une quantité d'eau potable suffisante pour approvisionner 400 000 personnes. Il ne faut pas oublier que nous sommes à 320 km du Pacifique, ce qui représente 2 heures et demie de route. Acheminer l'eau dessalée jusqu'ici, sur 320 km, reviendrait bien trop cher aux agriculteurs. Autant abandonner tout de suite l'agriculture. La vente de produits agricoles issus du Golden State rapporte 40 milliards de dollars par an. Mais cela n'est possible que grâce à l'irrigation. David n'a que 10 employés permanents, mais selon la saison, il occupe plusieurs centaines de journaliers, dont certains viennent du Mexique. On ne meurt pas encore de soif en Californie, mais dans certaines régions comme Porterville, une centaine de foyers dépendent déjà de dons d'eau potable. La pénurie d'eau est aussi un phénomène socio-économique. Voici un centre d'approvisionnement en eau. 35 000 personnes y ont recours car leurs puits sont taris depuis des mois. Notre puits est complètement à sec. Nous n'avons plus une goutte d'eau. Ces packs d'eau sont une vraie aubaine. Nos réserves d'eau sont toutes épuisées, tout est sec. Tu peux mettre ça dans le coffre? Pourtant, nous avions un lac ici autrefois. Mais les puits ne sont pas très profonds. Il faudrait forer plus profond, mais cela coûte 25 000 $. Possédez-vous un réservoir d'eau? Nous avions un puits, mais il n'est pas assez profond. En ville, la situation est plus simple. Mais ici, à la campagne, il n'y a plus d'eau du tout. C'est terrible pour nous. Entre-temps, le gouvernement local fait aussi installer des réservoirs d'eau potable chez les particuliers. Ces réservoirs sont raccordés aux conduites des maisons, ce qui permet d'avoir de l'eau potable. Les résidents peuvent ainsi faire la cuisine, se laver et boire. Ils peuvent utiliser cette eau pour tout. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois depuis des années qu'ils ont l'eau courante chez eux. Ne plus avoir d'eau courante. La situation semble inimaginable dans un État aussi riche que la Californie. À en croire le service météorologique national, la sécheresse risque de s'aggraver dans les années à venir. La situation est vraiment alarmante. Dans un contexte de changement climatique, on peut s'attendre à de nouveaux records de chaleur. Le réchauffement de la planète entraîne des changements météorologiques. La chaleur va augmenter, les périodes de canicule seront plus longues, les nuits moins fraîches et par conséquent les périodes de sécheresse seront plus sévères encore que maintenant. Nous devons apprendre à économiser notre eau. Nous devons nous adapter à ce qui est en train de se passer. Et nos gouvernements doivent tenter de freiner les effets du changement climatique. Car on ne peut plus nier le réchauffement de la planète. Et ce sont les hommes qui en sont responsables. Nous devons donc agir pour le ralentir. Sinon, nous allons droit à la catastrophe. Près de 40 millions d'Américains habitent le Golden State, mais le credo de la croissance à tout prix semble partout l'emporter. Pourtant, à long terme, la Californie ne pourra plus se contenter de limiter la consommation d'eau. Elle devra aussi réguler la distribution des quantités disponibles. David ne veut pas entendre parler de changement. Il a juste remplacé ses oliviers par des amandiers.
Nous avons planté ces jeunes arbres il y a un mois et ils sont déjà solidement enracinés. Dans 2-3 semaines, ils vont fleurir. Notre problème est de savoir que ferons-nous dans 5 ans si nous n'avons pas d'eau. Par le passé, les périodes de sécheresse en Californie pouvaient durer jusqu'à 20 ans. Cette fois-ci, il pourrait s'agir d'un avant-goût de ce que pourrait être une sécheresse permanente et la fin de la croissance à n'importe quel prix. C'est la fin de cette émission. Samedi prochain, vous retrouverez William Irigoyen, mais aussi les seules jeunes filles de Kaboul qui sortent de chez elles en collant. Massouma et Zara, 2 sœurs mordues de cyclisme, défient les ultra-religieux et rêvent de représenter leur pays aux Jeux Olympiques. Vous en saurez plus la semaine prochaine.